Je m'appelle Alex et depuis 12 ans, j'exerce un métier dont 99% de l'humanité ignore l'existence. Officiellement, je suis spécialiste du contrôle de la faune sauvage au sein du service des parcs nationaux. En réalité, je suis chasseur, pas de cerfs ou d'ours. Je chasse ce qui, selon la science moderne, ne devrait pas exister, mais qui existe pourtant. Je chasse des créatures qui se cachent mais dans l'ombre, entre le connu et l'impossible. Et nous avons des règles. 47 règles, consignées dans un carnet usé que j'ai toujours sur moi. Des règles écrites avec le sang de ceux qui m'ont précédé. Des règles qui me maintiennent en vie. Tout a commencé en 2013, alors que je travaillais comme garde forestier dans le parc national olympique, dans l'État de Washington. Ce parc couvre près d'1 million d'acres de nature sauvage sur la péninsule olympique, de la côte pacifique aux forêts pluviales, tempérées et aux hautes chaînes de montagnes. Le parc a été créé en 1938, mais cette terre recèle une histoire bien plus ancienne. Les tribus des Quilts, des Houches et des Quinault vivaient ici depuis des millénaires avant l'arrivée des Européens. Leur légende parlait de créatures dans la forêt, d'esprits des montagnes, de choses à éviter. À l'époque, je considérais ces histoires comme du folklore, des contes pittoresques destinés aux touristes. J'avais un diplôme en biologie de la nature sauvage, 5 ans d'expérience dans différents parcs et la confiance de quelqu'un qui pense connaître la nature. Cette confiance a failli me coûter la vie en août de cette année-là. Le 23 août, un groupe de 4 touristes a disparu dans la région du lac Crescent. 2 frères, leurs épouses, tous âgés d'une trentaine d'années, des randonneurs expérimentés de Seattle. Ils avaient enregistré leur itinéraire. Une randonnée de 7 jours dans la partie nord du parc avec des nuitées dans des campings équipés. Le contact a été perdu le 3e jour. Lorsqu'ils ne se sont pas manifestés à l'heure prévue et ne se sont pas présentés au point de contrôle, l'alerte a été donnée. Je faisais partie de l'équipe de recherche. 6 gardes forestiers, 2 bénévoles de l'équipe locale de recherche et de sauvetage, un chien de service. Nous sommes partis tôt le matin du 27 août en suivant l'itinéraire qu'ils avaient enregistré. Le temps était clément pour cette région, légèrement nuageux, avec une température d'environ 18 degrés et une humidité modérée. Les forêts pluviales de l'Olympique reçoivent jusqu'à 3,5 mètres de précipitations par an, créant un écosystème unique avec des arbres recouverts de mousse, des fougères aussi hautes qu'un homme et des champignons de la taille d'une assiette. Nous avons trouvé leur premier campement vers midi. L'endroit était en ordre, traces de feu, déchets correctement ramassés, aucun signe de problème. Le 2e campement, qu'ils devaient atteindre le lendemain, était vide. Mais entre le 2e et le 3e campement, nous avons trouvé leur sac à dos. Les 4, abandonnés sur le sentier, à environ 2 miles de l'endroit prévu pour passer la nuit. C'était étrange. Les randonneurs expérimentés n'abandonnent pas leur sac à dos comme ça. Ils contiennent de toute leur nourriture, leur eau, leur équipement de survie, leurs moyens de communication. Les sacs à dos étaient intacts, sans dommage. Les fermetures étaient ouvertes, mais pas déchirées. Le contenu était en partie renversé, comme si quelqu'un avait fouillé à l'intérieur à la hâte. Nous avons trouvé leur téléphone, leurs talkies-walkies, leur GPS. Tout fonctionnait. Les batteries étaient rechargées. L'un des téléphones affichait le dernier appel passé à 18h23 le 24 août. L'appel avait duré 14 secondes, mais n'avait pas abouti. Il n'y avait pas de réseau mobile à cet endroit. Le chien a pris la piste. Nous avons continué, quittant le sentier officiel. La piste menait au cœur de la forêt, là où les arbres poussaient si densément que la lumière du soleil peinait à traverser la canopée. Des épicéas de Sitka atteignant 80 mètres de haut, des tsugas occidentaux, des sapins de Douglas,
des géants âgés de 3 à 400 ans. Le sol sous nos pieds était mouillé par une couche de plusieurs années de feuilles mortes et de mousse en décomposition. L'air sentait l'humidité, la décomposition, la vie et la mort à la fois. Au bout de 2 heures, le chien s'est arrêté et a refusé d'aller plus loin. C'était un berger allemand bien dressé, surnommé Rex, vétéran de dizaines d'opérations de recherche. Mais à présent, il gémissait, plaquait ses oreilles de contre son crâne et reculait. Le guide a essayé de le forcer à continuer, en vain. Le chien, paniqué, se débattait pour repartir en arrière. Nous avons laissé le guide avec le chien et avons continué seuls. Après encore un demi-mile, nous avons senti une odeur douceâtre, nauséabonde, indubitablement celle de la décomposition. Nous avons accéléré le pas, nous préparant au pire. Dans un petit creux, entre 2 rochers, recouverts de mousse, nous les avons trouvés. Ou plutôt, ce qu'il en restait. J'avais déjà vu la mort auparavant. J'avais trouvé des corps de touristes morts de froid, de chute ou de crise cardiaque. Mais là, c'était différent. Les corps avaient été démontés. Pas déchiquetés, comme le font les prédateurs. Démontés, soigneusement. Les os étaient séparés de la chair et empilés à part. La chair avait été retirée et disposée sur des pierres de plate, comme si quelqu'un étudiait l'anatomie. Les organes internes avaient été extraits et disposés dans un ordre précis. Les cœurs ensemble, les poumons ensemble, les foies ensemble. Mais le plus étrange, c'était les os. Ils avaient été nettoyés jusqu'à atteindre une blancheur parfaite. Il ne restait sur eux ni morceaux de chair, ni traces de sang. Et chaque os était gravé de symboles. Ce n'étaient pas des marques laissées par les dents d'animaux. Ils avaient été gravés, des lignes précises et profondes, formant des motifs géométriques répétitifs. L'un des gardes forestiers, un type nommé Tom, qui travaillait ici depuis plus longtemps que tous les autres, pâlit en voyant ce spectacle. « C'est la 2e fois, » murmura-t-il. « La 2e fois en 3 ans. » Les autres le regardèrent. Il déglutit. En 2010, un couple a disparu dans la partie sud du parc. Nous les avons retrouvés dans un état similaire. Officiellement, cela a été enregistré comme une attaque de grizzly, même si les ours ne font pas cela. Mais les supérieurs voulaient clore l'affaire rapidement pour ne pas effrayer les touristes. Nous avons appelé des renforts. Le soir venu, toute une équipe était à pied d'œuvre. Police d'État, médecins légistes, enquêteurs. Le périmètre a été bouclé. La collecte des preuves a commencé. Je suis resté pour aider, en délimitant le périmètre et en photographiant les lieux sous différents angles. C'est alors que j'ai remarqué des traces. Elles le partaient de l'endroit où se trouvaient les restes et s'enfonçaient dans la forêt. Ce n'étaient même pas des traces d'ours ou de pumas. Ce n'étaient même pas des traces humaines. C'était quelque chose entre les deux. Les empreintes ressemblaient à des pieds humains, mais allongés, avec des griffes. La longueur de l'empreinte était d'environ 14 pouces, la largeur de 7 pouces. La profondeur de l'empreinte dans le sol meuble indiquait un poids d'au moins 300 livres. La distance entre les empreintes était d'environ 5 pieds. La créature se déplaçait sur 2 pattes. J'ai montré les empreintes au médecin légiste. Il les a photographiées, a fait des moulages en plâtre et les a envoyées au laboratoire. La conclusion officielle, qui est arrivée une semaine plus tard, était la suivante. Empreintes d'origine inconnue, peut-être des empreintes de ours déformées par les conditions météorologiques. C'était absurde. J'avais vu des milliers d'empreintes d'ours. Ce n'était pas ça. L'affaire a été classée comme une attaque par un animal sauvage non identifié. Les familles des victimes ont reçu des indemnités. Le parc a été fermé aux visiteurs pendant 2 semaines dans cette zone. Une vérification de la population de prédateurs a été effectuée, mais rien n'a été trouvé. La vie a repris son cours normal, mais pas pour moi. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu.
les corps démembrés, les symboles sur les os, les traces étranges. La nuit, je restais éveillé, repassant chaque détail dans ma tête. Quelque chose avait tué ces gens, quelque chose d'intelligent, de méthodique, quelque chose qui n'était pas un animal connu de la science. J'ai commencé à enquêter. J'ai demandé à consulter les archives du parc des 50 dernières années, étudiant tous les cas de disparitions et de décès de touristes. Une tendance s'était rapidement dégagée. Environ tous les 2 ou 3 ans, quelqu'un disparaissait dans des circonstances étranges. Il s'agissait généralement de groupes de 2 à 5 personnes, généralement dans des zones reculées du parc. Parfois, les corps étaient vantés retrouvés dans un état similaire à celui que j'avais vu. Le plus souvent, ils n'étaient pas retrouvés du tout. Les gens disparaissaient simplement, laissant derrière eux leur équipement abandonné. J'ai étendu mes recherches à d'autres parcs nationaux. Yellowstone, Yosemite, Great Smoky Mountains, Denali. Partout, c'était la même chose. Des disparitions régulières, des circonstances étranges. Les corps, lorsqu'ils étaient retrouvés, portaient pour des traces de quelque chose d'anormal. Et partout, les rapports officiels attribuaient dans ces disparitions à des ours, des pumas, des accidents, des suicides. Puis je suis tombé sur un forum, un petit forum peu connu sur Internet, consacré aux événements étranges dans la nature sauvage. Des gardes forestiers, des guides, des chasseurs, des gens qui passaient beaucoup de temps dans des endroits de reculés et voyaient même des choses dont ils ne parlaient pas à voix haute, y discutaient. Je me suis inscrit et j'ai commencé à lire. Les histoires se ressemblaient, des traces d'êtres inconnus, des sons qu'aucun animal connu n'émettait, des touristes qui disparaissaient sans laisser de traces, des corps retrouvés dans des endroits impossibles ou dans des états impossibles. Et partout, le silence des autorités officielles, leur refus d'admettre que quelque chose de dangereux vivait là, dans les forêts et les montagnes. 1 mois après la découverte des corps, j'ai reçu un message privé sur le forum, de la part d'une personne qui se faisait simplement appeler Monsieur. Si tu veux connaître la vérité, viens à Portland, café au coin de la 23e et de Burnside. Samedi, à midi, apporte les photos des traces. J'ai hésité, cela pouvait être un piège, une blague, une rencontre avec un fou. Mais la curiosité l'a emporté. Le samedi, j'ai pris un jour de congé et je suis allé à Portland. C'est à environ 120 miles du parc, 2h30 de route. Le café s'est avéré être un petit endroit confortable avec des murs en briques et une odeur de café frais. Je suis arrivé à midi pile. Un homme d'une 50aine d'années était assis à une table près du mur du fond. Il était de petite taille, solidement bâti, avec des cheveux gris coupés courts. Il avait une cicatrice sur toute la joue gauche. Il me regardait fixement. Je me suis approché. Il m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. « Alex ?» J'ai hoché la tête. « M. » Il a souri. « Tu peux m'appeler Marcus, montre-moi les photos. » J'ai sorti les tirages des photos des traces. Il les a examinées attentivement, puis a hoché la tête. « Windigo, ou ce que les Indiens appelaient Windigo. En fait, ce n'est qu'un des noms. Différents peuples lui donnent différents noms. Wendelaki, Dzonokwa, Svetkolatki. L'essentiel est le même. Des créatures qui étaient donc des êtres humains, mais qui se sont transformés en quelque chose d'autre. « Des loups-hungarous » demandai-je sceptiquement. Marcus secoua la tête. « Pas tout à fait. Ce n'est pas une transformation magique. C'est une maladie, un parasite, quelque chose d'ancien qui vit dans certains endroits, dans les vieilles de forêt, dans les montagnes. Il infecte les gens. Pas rapidement. Le processus prend des mois, parfois des années. La personne change progressivement. D'abord psychologiquement, elle devient isolée, agressive, perd son empathie. Puis physiquement, les os s'allongent,
les muscles se densifient. Le métabolisme s'accélère à tel point qu'il faut une quantité énorme de nourriture. Au final, il ne reste que la faim, une faim éternelle, incessante. J'écoutais, ne sachant pas si je devais y croire. Cela semblait absurde. Mais Marcus parlait calmement, d'un ton neutre, comme un médecin décrivant les symptômes d'une maladie. « Il chasse que les humains », a-t-il poursuivi. « Il préfère ceux qui s'aventurent loin dans la nature sauvage, loin de la civilisation. Il tue rapidement, généralement en brisant la nuque. Puis, il mange. Mais pas tout de suite. D'abord, il dissèque le corps. Ils le découpent en morceaux. Cela fait partie de leur rituel. Ils se souviennent qu'ils étaient des êtres humains. Quelque part, au fond de leur conscience altérée, ils conservent une version déformée des connaissances humaines. C'est pourquoi les symboles sur les os sont leur tentative de communiquer, de laisser des messages. Des messages pour qui? Marcus m'a regardé dans les yeux. Pour les autres Wendigo, ce sont des créatures territoriales. Ils marquent leur territoire de chasse en laissant des signes. Les corps sont un avertissement. Cette terre est occupée. Il a sorti de sa poche un vieux carnet usé et l'a posé sur la table entre nous. Nous sommes un petit groupe, 23 personnes dans tout le pays. Nous les chassons, nous les traquons, les trouvons, les détruisons. Nous travaillons officieusement. Les autorités ne savent rien de nous. Elles ne peuvent même pas savoir, elles ne croiraient même pas. Et si elles croyaient, elles se paniqueraient. Et ce serait pire. Il a ouvert le carnet. Première page, règles de chasse aux créatures anormales. Suivait une liste écrite de différentes mains, certaines entrées s'étant manifestement anciennes et décolorées. 47 règles, a dit Marcus, écrites au cours des 30 dernières années. Chaque règle représente la mort de quelqu'un, l'expérience de quelqu'un, acquise au prix du sang. Si tu veux survivre en chassant ce qui ne devrait pas exister, tu suis les règles, toujours. Je pris le carnet et commençai à lire. Règle numéro 1. Ne chasse jamais seul. Au minimum 2 personnes, 3 de préférence. Règle numéro 2. Ayez toujours 2 moyens de tuer votre cible et 3 moyens de vous enfuir. Règle numéro 3. Fiez-vous à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est qu'il y a un problème. Les miracles se succédaient, devenant de plus en plus spécifiques. Règle numéro 12. Les Wendigo fuirent le feu. Utilisez cela à votre avantage. Règle numéro 18. Si vous entendez un sifflement dans la forêt après le coucher du soleil, partez immédiatement. Ne vous retournez pas. Règle numéro 34. L'argent ne fonctionne pas. C'est un mythe. Utilisez des balles de fusil à grande vitesse. Visez la colonne vertébrale. Pourquoi me racontez-vous tout cela? Demandai-je. Marcus se cala dans son fauteuil. Parce que vous avez vu. Parce que vous n'avez pas cru à la version officielle. Parce que vous avez commencé à chercher. La plupart des gens voient quelque chose d'étrange et se convainquent que ce n'est pas étrange. Toi, tu ne t'en es pas convaincu. Cela fait de toi un candidat. Il sortit de son autre poche une carte de visite avec un numéro de téléphone. Réfléchis-y. Si tu décides de nous rejoindre, appelle-nous. Nous te formerons. Nous te donnerons l'équipement nécessaire. Nous te montrerons comment les trouver et comment les tuer. J'ai pris la carte de visite. Pendant les 3 jours qui ont suivi, je n'ai pas pu penser à autre chose. Une partie de moi me disait que c'était de la folie, que Marcus était fou, que les créatures dont il parlait n'existaient pas. Mais une autre partie se souvenait des traces, se souvenait des corps démembrés, se souvenait des os blancs immaculés sur lesquels étaient gravés des symboles. Le mercredi soir, j'ai appelé. La formation a commencé 1 semaine plus tard. Marcus est arrivé à Olympic Park et a loué une petite maison dans la petite ville de Forks, à la lisière du parc. Forks est une ville forestière typique du nord-ouest de la côte pacifique, avec une population d'environ 3500 habitants.
L'économie dépendait entièrement de l'industrie forestière jusqu'en 1990, lorsque l'abattage a été limité afin de protéger la chouette tachetée. La ville mourait à petit feu jusqu'à ce que, en 2005, des romans sur les vampires, dont l'action se déroulait ici, soient publiés. Les touristes ont commencé à affluer. L'économie s'est quelque peu redressée, mais la moitié des magasins de la rue principale restaient vides. Marcus était accompagné de 2 autres personnes, une femme d'une quarantaine d'années, ancienne pisteuse dans l'armée, et un jeune homme, Jason, qui venait d'avoir 25 ans. Jason chassait depuis seulement 2 ans, mais avait déjà participé à 5 opérations. Sarah était dans le métier depuis 12 ans. Il lui manquait 2 doigts à la main gauche, le petit doigt et l'annulaire. Elle remarqua mon regard et sourit. Règle numéro 39. Ne jamais mettre la main dans un trou ou une crevasse sans avoir vérifié au préalable. Je l'ai enfreinte. J'ai retenu la leçon. Le premier jour fut consacré à la théorie. Marcus étala sur la table des cartes des parcs nationaux de tout le pays. Sur chaque carte, des marques rouges indiquaient les endroits où des incidents avaient été signalés. Yellowstone, 17 marques. Yosemite, 23. Olympic, 11. Great Smoky, 31. Denali en Alaska, 48. Ce ne sont que les cas que nous avons pu confirmer, a déclaré Marcus. Il y en a probablement 3 fois plus. Beaucoup de disparus sont enregistrés comme égarés ou suicidés. Leurs corps ne sont pas retrouvés. Pourquoi précisément les parcs nationaux ? Ai-je demandé. Sarah a répondu à la place de Marcus. Parce que c'est leur habitat naturel. Les Wendigos ne sont pas les seules créatures anormales, mais ce sont les plus répandus en Amérique du Nord. Ils ont besoin d'une nature sauvage, de vastes territoires sans présence humaine, des forêts profondes, des montagnes, des endroits où les gens se rendent rarement. Les parcs nationaux sont parfaits, des millions d'hectares de territoires protégés où viennent régulièrement des proies de potentiel. Jason a ajouté « Il existe une théorie selon laquelle cela serait lié au lieu de pouvoir. Les Amérindiens connaissaient de certains territoires considérés comme sacrés ou maudits, des lieux où les esprits sont puissants, où la réalité est plus fine. De nombreux parcs nationaux ont été créés précisément sur ces territoires. La péninsule olympique était sacrée pour des dizaines de tribus. Les Indiens appelaient de Yellowstone le lieu où dort le dieu du feu. Il était possible que quelque chose dans ces endroits favorise la transformation. Marcus a montré des photos, pas les agréables photos touristiques que l'on peut voir dans les brochures. Des photos de scènes de crime, des tentes déchirées, du matériel abandonné, des traces sur le sol, ces empreintes allongées, semblables à celles d'un humain avec des griffes et des corps. Beaucoup de photos de corps à différents stades de traitement. Certaines photos étaient si horribles que je détournais le regard. Les Wendigos chassent selon un schéma précis, expliquait Marcus en montrant les photos. Ils choisissent des victimes qui se sont éloignées du groupe principal ou qui se sont aventurées dans des régions reculées. Ils les poursuivent à distance pendant plusieurs heures, parfois plusieurs jours, en les observant. Puis, ils attaquent rapidement, généralement au crépuscule ou à l'aube. Le meurtre est instantané. Ils sont incroyablement forts et peuvent briser la colonne vertébrale d'un homme d'un seul coup. Après la mort, le rituel de dissection commence. Sarah a poursuivi. Nous ne savons pas exactement pourquoi ils font cela. Auparavant, on pensait que c'était simplement une façon de manger, de découper leur proie. Mais ils sont trop méthodiques. Ils disposent de les parties du corps dans un ordre précis. Ils gravent donc des symboles sur les os. Parfois, ils laissent certaines parties intactes. Parfois, ils les emportent avec eux. Une théorie suggère qu'il s'agit d'un rituel religieux, vestige de leur mémoire humaine, déformée par la transformation. Comment les tuer ?
ai-je demandé. C'était la question la plus importante. Marcus a esquissé un sourire sombre. Avec difficulté. Ils sont rapides. Ils peuvent atteindre une vitesse de 65 km/h sur de courtes distances. Ils sont forts. Un adulte peut soulever environ 600 livres. Ils sont endurants. Ils peuvent te poursuivre leur proie sur des dizaines de kilomètres sans s'arrêter. Et leurs sens sont aiguisés. Leur ouïe, leur odorat, leur vision nocturne. Mais ils ne sont pas invulnérables, a ajouté Jason. Une blessure suffisamment grave peut les tuer. Une balle dans la tête ou la colonne vertébrale tirée avec un fusil à grande vitesse. De multiples blessures au centre de gravité. Le problème, c'est qu'ils sont intelligents. Ils évitent les espaces ouverts où ils peuvent être abattus à distance. Ils attaquent par embuscade, utilisent le terrain, battent en retraite s'ils se sentent menacés. Nous nous sommes entraînés pendant les 3 jours suivants. Marcus a apporté tout un arsenal d'armes, des fusils de calibre 30-06, des carabines semi-automatiques AR-15, des fusils de calibre 12 avec des munitions Brennecke. « Oubliez les balles en argent », a-t-il dit. « Ça marche dans les films. Dans la réalité, il faut de l'énergie cinétique, une balle lourde à grande vitesse, quelque chose qui transperce les os et détruit les tissus nerveux. Nous avons tiré sur des cibles dans une partie reculée de la forêt, loin des touristes. Nous avons appris à viser rapidement, à tirer en mouvement et à recharger sous pression. Sarah m'a appris à lire les traces, comment distinguer une trace fraîche d'une trace ancienne, comment déterminer la direction du mouvement, comment évaluer la taille et le poids d'un animal à partir de la profondeur de l'empreinte. Jason nous a montré les tactiques, comment se déplacer silencieusement dans la forêt, comment utiliser les abris, comment travailler en équipe en se couvrant mutuellement. Le 4e jour, Marcus a déclaré « La théorie et la pratique sont terminées. Passons maintenant à la chasse réelle. » Il a déployé la carte du parc olympique. Il y a 3 semaines, un couple de touristes a disparu dans la région de la rivière Hawk. Ils font l'objet d'une recherche officielle, mais sans succès. J'ai vérifié les détails. C'est un cas classique. Ils ont enregistré leur itinéraire, ont pris contact le 1er jour, puis plus rien. Leur tente a été retrouvée vide, leur sac de couchage et leurs effets personnels étaient là. Mais eux avaient disparu. Les équipes de recherche n'en ont rien trouvé. « Tu penses que c'est le Vindigo ?» Marcus acquiesça. « J'en suis sûr. La rivière Hoche est le territoire du même individu qui a tué 4 touristes en août. Tu as vu son travail. Maintenant, il chasse à nouveau. Nous allons le trouver et le tuer avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Nous sommes de partis à l'aube. Nous étions 4 dans 2 4x4 chargés d'équipements. La route menant à la rivière Hoh prend environ 1 heure depuis Forks. C'est une route étroite et sinueuse qui traverse une forêt dense. La rivière Hoh est l'une des plus grandes du parc. Elle prend sa source dans les montagnes olympiques et coule vers l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique. La vallée de la rivière est recouverte d'une forêt pluviale tempérée, l'une des rares de ce type dans la partie continentale des États-Unis. Sapins de Sitka, cèdre rouge de l'ouest, pruche, tout est recouvert d'une épaisse couche de mousse. Il y fait toujours sombre, même en journée. Le soleil peine à percer. Nous nous sommes garés sur le parking officiel et avons emprunté le sentier utilisé par les touristes disparus. Leur tente a été retrouvée à environ 5 miles en amont. Nous marchions rapidement, mais prudemment, scrutant constamment la forêt environnante. Marcus et Sarah marchaient devant, Jason et moi derrière. Chacun tenait son fusil à portée de main. Au bout d'environ 3 miles, Sarah a levé la main pour nous faire signe de nous arrêter. Elle s'est accroupie pour examiner le sol. « Une trace », a-t-elle dit doucement. Nous nous sommes approchés. Il y avait une empreinte dans le sol meuble, au pied d'un immense cèdre. C'était bien celle que nous cherchions. Une empreinte allongée, semblable à celle d'un humain,
avec des griffes. Elle était fraîche, datant de moins de 2 jours, à en juger par la netteté des bords et l'absence d'eau à l'intérieur. Marcus sortit son GPS et nota les coordonnées. Il était là, tout près. Soyez prêts. Nous avons continué notre chemin, mais désormais, chaque bruissement nous mettait en alerte. La forêt était pleine de sons, les cris des geais, le bruissement du vent dans les cimes, le murmure des ruisseaux. Mais entre ces sons naturels, quelque chose d'autre se glissait parfois. Le craquement d'une branche trop loin sur le côté. Un bruissement qui s'arrêtait quand nous nous arrêtions et reprenait quand nous continuions à marcher. « Il nous suit », murmura Jason. Marcus acquiesça. « Je sais, continuons, qu'il croit qu'on n'a rien remarqué. » Nous arrivâmes à l'endroit où se trouvait la tente des touristes disparus. Elle avait déjà été démontée, mais l'endroit était visible. La terre était piétinée. Il y avait des traces de feu. Un morceau de corde était accroché à un arbre. Marcus regarda autour de lui. Sarah, Jason, vérifiez le périmètre. Alex, viens avec moi. Marcus et moi avons longé la rivière. L'eau était rapide, froide, d'un vert trouble à cause des sédiments glaciaires. Sur la rive opposée, une forêt dense descendait jusqu'à l'eau. « Cherche des signes de repère, » dit Marcus. « Les Vindigos ne construisent pas de maisons, mais ils ont des endroits où ils reviennent. Généralement des grottes, des crevasses dans les rochers, des fourrés épais. C'est là qu'ils gardent leurs trophées. Nous l'avons trouvé au bout de 20 minutes, une crevasse dans un affleurement rocheux à environ 100 mètres de la rivière, cachée par les racines pendantes d'un arbre immense. L'entrée était étroite, mais l'espace s'élargissait à l'intérieur. L'odeur nous a d'abord frappés, une odeur douceâtre de chair en décomposition. Marcus a sorti sa lampe. Le faisceau de lumière a éclairé l'intérieur de la crevasse. Des os, des dizaines, peut-être des centaines d'os. Des os humains, des os de cerf, des os d'ours, tous mélangés, empilés le long des parois. Des symboles étaient gravés sur chaque os. Sur le mur du fond de la crevasse étaient suspendus des restes, des morceaux de chair, desséchés et noircis, enfilés sur des racines qui pendèrent du plafond. Des crânes alignés sur un rebord de pierre. Des vêtements soigneusement pliés dans un coin. Sac à dos, vestes, chaussures, tout ce qui restait des victimes. « Jésus !» murmurai-je. Marcus m'attrapa par l'épaule. « Focus, on n'est pas là pour faire du tourisme. On doit le trouver et le tuer. » Nous sommes sortis de la tanière. Marcus a sorti sa radio et a appelé Sarah et Jason. Nous avons trouvé la tanière. Revenez à notre position. Soyez prudents. Nous avons attendu. Les minutes s'écoulaient. Le soleil se couchait. Les ombres s'allongeaient. Puis nous avons entendu un cri humain, aigu, coupé en plein milieu. Il venait de quelque part, à gauche, en haut de la pente. Marcus bondit. « Courez !» Nous avons couru vers le bruit, nous frayant un chemin à travers les buissons, enjambant les troncs d'arbres tombés. Un autre cri, plus proche. Puis nous avons vu Jason. Il était allongé au pied d'un immense sapin, son fusil gisant à 1 mètre de lui. Sa jambe gauche était tordue dans un angle anormal. Il regardait vers le haut, dans la cime de l'arbre, le visage blême de douleur et d'horreur. J'ai levé les yeux, et je l'ai vu. La créature était assise sur une grosse branche à une 20aine de mètres au-dessus du sol. Elle était énorme, mesurant environ 2 mètres de long, maigre mais musclée. Sa peau était gris pâle, tendue sur des os saillants. Ses bras étaient disproportionnés, se terminant par des doigts munis de griffes noires de 10 cm chacune. Ses jambes s'y étaient pliées, ses pieds agrippés à la branche. Mais le plus effrayant était sa tête. Elle était presque humaine, presque. Son crâne était allongé, sa mâchoire proéminente, pleine de dents acérées. Ses yeux étaient enfoncés, brillant d'une lueur jaune terne. Ses oreilles étaient pointues,
plaqués contre sa tête. Les cheveux étaient d'eau clairsemée, en touffe, et l'expression, dans ses yeux, il y avait quelque chose qui avait autrefois été un esprit humain, mais qui s'était transformé en quelque chose de complètement étranger. La créature pencha la tête, nous examinant. Puis, elle ouvrit la bouche et émit un son. Ce n'était ni un rugissement, ni un grognement. C'était un sifflement, aigu, perçant, oscillant, comme si quelqu'un soufflait dans plusieurs sifflets à la fois. La règle numéro 18 me vint à l'esprit. Si vous entendez un sifflement dans la forêt après le coucher du soleil, partez immédiatement. « Tire !» cria Marcus en levant son fusil. Je fis de même par réflexe. Nous tirâmes presque simultanément. La créature sursauta et bondit. Pas vers le bas, ni sur le côté. Vers le haut. Elle s'envola vers les branches supérieures, avec une aisance incroyable, et disparut dans le feuillage. Nous avons entendu le craquement des branches cassées s'éloigner vers le haut de la pente. « Sarah !» a crié Marcus dans la radio. « Sarah, réponds !» Silence, puis le craquement des interférences et sa voix tendue. « Je le vois. À 200 mètres au nord-est de vous, il se déplace rapidement dans les cimes. Je le poursuis au sol. »« Non !» cria Marcus. « Recule, ne le poursuis pas seul, règle numéro 1. » Mais il était trop tard. Nous avons entendu des coups de feu, 3 détonations rapides du fusil de Sarah, puis un cri, court, étouffé, puis le silence. Marcus s'accroupit près de Jason et examina rapidement sa jambe. Fracture, mais pas ouverte. « Tu peux marcher avec un appui ?» Jason se mordit la lèvre et acquiesça. Marcus l'aida à se relever et me tendit son fusil. « Tu le ramènes aux voitures, lentement, prudemment. Je vais chercher Sarah. »« Non, dis-je. Règle numéro 1, ne chasse jamais seul, nous y allons ensemble. » Marcus me regarda, puis Jason. Jason s'appuya contre un arbre. « Je m'en sortirai. Donnez-moi un fusil et une radio. Je vais avancer lentement vers le sentier. Vous, allez chercher Sarah. » Marcus hésita un instant, puis acquiesça. Il donna à Jason une radio et un pistolet Glock en plus du fusil. « Restez en contact, donnez de vos nouvelles toutes les 5 minutes. Si quelque chose arrive, tirez 3 coups de suite. » Nous nous sommes dirigés vers le nord-est, d'où provenaient les coups de feu. Nous avancions rapidement, mais prudemment, en vérifiant constamment la cime des arbres. Windigo pouvait être n'importe où. Nous avons trouvé l'endroit où se tenait Sarah grâce aux douilles sur le sol. 3 douilles en laiton de calibre 30-06. Plus loin, des traces de traînées s'étendaient sur le sol. Quelque chose de lourd avait été traîné à travers les buissons. Nous avons suivi les traces. Elles menaient vers le bas, vers la rivière, puis le long de la rive. Après environ 100 mètres, nous avons trouvé son fusil. Le canon était tordu, la crosse fissurée. Quelque chose avait frappé l'arme avec une force incroyable. Plus loin, il y avait des taches de sang sur les rochers. Du sang frais, rouge. « Sarah !» appela Marcus. Sa voix résonna sur les rochers et se perdit dans le bruit de la rivière. Il n'y eut pas de réponse. Nous avons continué nos recherches. La nuit tombait rapidement, comme c'est souvent le cas dans une forêt dense. Nous avons sorti les lampes torches fixées au canon de nos fusils. Les faisceaux étroits de lumière fendaient l'obscurité, éclairant les arbres, les pierres, l'eau. Puis nous avons entendu un sifflement, le même son aigu et oscillant. Mais cette fois, il provenait de plusieurs directions à la fois, devant, à gauche, à droite. « Il y en a plus d'un », murmurai-je. Marcus se figea. « Impossible. Les Vindigos sont territoriaux. Ils ne chassent pas en groupe. » Mais le sifflement continuait, nous entourant, se rapprochant. « Battes en retraite », dit Marcus. Lentement, dos à la rivière. Ne cours pas, ne panique pas. Nous avons commencé à reculer. Les faisceaux des lampes torches glissaient sur les arbres. Et puis je les ai vus. Des yeux.
des dizaines de paires d'yeux jaunes brillants qui nous regardaient, dans l'obscurité. Ils se déplaçaient, nous encerclant en demi-cercle, nous coupant toute retraite. Marcus a enfreint sa propre règle. Il a paniqué. Je l'ai vu à la façon dont sa main a tremblé sur son fusil, à la façon dont il a dégluti. « C'est impossible », a-t-il répété. « Ils ne se regroupent pas. Jamais. En 30 ans, je n'ai jamais vu plus d'un Wendigo au même endroit. » Mais les yeux continuaient à nous fixer dans l'obscurité. J'en ai compté 12 paires, peut-être plus. « Marcus », ai-je dit doucement, « peu importe ce qui devrait être, ce qui compte, c'est ce qui est. Nous avons besoin d'un plan. Maintenant. » Il a cligné des yeux, puis s'est ressaisi. Son professionnalisme l'emporta sur sa peur. La rivière, règle numéro 12, les Wendigos fuient vers le feu. Peut-être fuient-ils aussi l'eau. Le courant rapide, le froid. Cela pourrait les ralentir. Nous continuâmes à reculer vers la rivière. L'eau était à 3 mètres derrière nous. Je l'entendais rugir. Les créatures commencèrent à sortir de l'obscurité. Lentement, prudemment, nous encerclant de plus en plus étroitement. Elles étaient veillées de tailles différentes. Certaines étaient énormes, mesurant près de 2,50 m. D'autres plus petites, mesurant environ 2 mètres. Toutes étaient également maigres, squelettiques, avec une peau grise et des yeux brillants. Elles se déplaçaient à 4 pattes, comme des singes, mais se redressaient parfois sur leurs pattes arrière. Leurs mouvements étaient à la fois fluides et saccadés, comme ceux des insectes. La créature la plus proche était à 6 mètres. Elle s'est arrêtée, s'est redressée sur ses pattes arrière, a penché la tête pour nous examiner. Puis, il ouvrit la bouche. Je m'attendais à un sifflement, mais au lieu de cela, il parla. « Chasseur !» siffla-t-il. Sa voix était étrange, gutturale, ses mots à peine distincts, mais compréhensibles. « Vous nous chassez, nous le savons. » Marcus leva son fusil, visant la créature. « Reste où tu es. » La créature regarda l'arme, puis Marcus à nouveau. « Vos armes blessent, mais nous sommes nombreux. Vous en tuerez 1, 2. Les autres vous auront. Vous le savez. » Elle avait raison. Même si nous commencions à tirer, même si chaque tir était mortel, nous n'aurions pas le temps de recharger suffisamment de fois. « Que voulez-vous » demandai-je. Ma main tremblait aussi sur le fusil, mais je m'efforçais de garder une voix calme. La créature reporta son attention sur moi. « Nous voulons que vous arrêtiez de chasser. Vous avez tué l'un des nôtres. En août dernier, nous avons senti sa mort, puis nous sommes revenus. Nous avons cherché. Nous avons appris. Nous nous sommes préparés. » Il fit un pas en avant. « Votre femme est en vie, pour l'instant. Nous l'avons emmenée. Nous la gardons. Échange, elle contre votre promesse de partir, de ne plus revenir. »« Sarah est en vie ?» demanda Marcus. Son voix trahissait son espoir. La créature acquiesça d'un signe de tête, un geste étrangement humain pour une créature inhumaine. « Elle est en vie, blessée mais en vie. Nous ne voulons pas tuer sans raison. La chasse, c'est pour se nourrir, pour survivre. Mais vous venez avec des armes, vous chassez les chasseurs. C'est la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons vivre, manger, exister. La forêt est grande, il y a assez de place pour tout le monde. » Je regardais Marcus, il regardait la créature, le visage dur. « Vous tuez des gens, » dit-il. « Chaque année, des dizaines de personnes. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » La créature émit un son semblable à un rire, sec, claquant. « Vous tuez des cerfs, des élans, des ours, pour vous nourrir, pour le sport. Nous vous tuons, pour nous nourrir, pour survivre. » Quelle était la différence ? La différence, c'est que nous sommes des êtres intelligents, ai-je commencé, mais la créature m'a interrompu. Nous l'étions aussi, nous nous en souvenons. Nous étions des êtres humains. Nous avions des noms, des familles, des emplois. Puis nous avons changé. Sans le vouloir. La maladie nous a envahis.
Elle a fait de nous ce que nous sommes, mais la mémoire est restée. La connaissance est restée. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que vous ressentez. Nous le faisons quand même, parce que nous le devons. La fin ne s'arrête jamais. Jamais. Ces paroles étaient d'une sincérité si effrayante que j'ai senti un frisson me parcourir le ventre. Ces créatures n'étaient pas des monstres sans cervelle. Elles se souvenaient de leur humanité. Elles s'en souvenaient et continuaient à tuer, car elles ne pouvaient peut-être pas faire autrement. C'était pire que de la simple prédation. C'était une malédiction. « Où est Sarah ?» demanda Marcus. Sa voix était devenue plus douce, plus prudente. La créature pointa sa main griffue vers l'amont. La grotte, 2 kilomètres. Elle est là-bas, vivante. Allez la chercher. Partez. Ne revenez plus jamais. C'est votre seul avertissement. Il fit une pause. Nous ne voulons pas vous tuer, mais nous le ferons si nous y sommes obligés. C'est à vous de choisir. Les autres créatures commencèrent à reculer, se fondant dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, nous étions à nouveau seuls. Seuls les yeux jaunes scintillaient encore entre les arbres, nous observant. Marcus baissa son fusil. Nous devons aller chercher Sarah. J'acquiesçai. Nous remontâmes le cours d'eau, armes à la main, lampes allumées. Les yeux nous suivaient à distance, mais ne s'approchaient pas. Nous avons trouvé la grotte après environ 40 minutes de marche rapide. L'entrée était large, d'environ 3 mètres, cachée derrière une cascade qui tombait d'une corniche rocheuse. Nous avons traversé le rideau d'eau et avons été trempés jusqu'aux os en quelques secondes. À l'intérieur, il faisait sec et étonnamment chaud. La grotte s'enfonçait profondément dans la roche. Il y avait des os sur le sol, mais pas autant que dans la tanière que nous avions trouvée auparavant. Ce n'était pas une habitation permanente, mais plutôt un refuge temporaire. Sarah était au fond de la grotte. Elle était assise, adossée au mur, la main gauche pressée contre son flanc. Du sang coulait entre ses doigts, mais pas en abondance. Quand elle nous a vus, son visage s'est éclairé. « Merde, je pensais que vous ne viendriez pas. » Marcus s'est précipité vers elle et a commencé à examiner sa blessure. Une profonde entaille le long des côtes, mais pas mortelle. Les griffes l'avaient effleurée. « Que s'est-il passé ?» demandai-je pendant que Marcus bandait la blessure avec des pansements provenant de la trousse de secours. Sarah grimaça. « Je l'ai poursuivi après vos coups de feu. Je pensais qu'il était blessé. Mais c'était un piège. Il m'a attiré ici, puis m'a attaqué par derrière. Un seul coup, et je suis tombé. J'ai pensé que c'était fini. Mais il ne m'a pas tué. Il a juste pris le fusil, l'a cassé, et est parti. Puis d'autres sont arrivés. Beaucoup d'autres. Ils m'ont amené ici. L'un d'eux a parlé. Il a dit qu'il me gardait en garantie. Que si vous vous comportiez raisonnablement, il vous laisserait de partir. Nous les avons rencontrés, dit Marcus. Ils ont proposé un échange et un avertissement. Il a aidé Sarah à se relever. Elle haletait de douleur, mais se tenait debout, ferme. On s'en va, tout de suite. On est sorti de la grotte. Dehors, à la lumière de la lune, se tenait une créature, celle-là même qui nous avait parlé. Elle nous a regardés passer. Lorsque nous sommes arrivés à Sabolateur, elle a murmuré. « Souvenez-vous, ne revenez pas. La forêt nous appartient désormais. » Le chemin du retour vers la piste nous a pris 2 heures. Nous avons retrouvé Jason, là où nous l'avions laissé, assis près d'un arbre, son fusil sur les genoux, le visage pâle de douleur et de fatigue. En nous voyant, il poussa un soupir de soulagement. J'ai entendu des couteaux de feu, puis le silence. J'ai pensé que tout allait mal. Marcus l'aida à se relever. Tout va mal, mais nous sommes des vivants, et c'est le plus important. Nous avons rejoint les voitures vers 3 heures du matin. Nous avons emmené Jason et Sarah à l'hôpital de Forks. Jason a eu une jambe plâtrée. Sarah a été recousue et a reçu des antibiotiques. La version officielle était un accident de randonnée, une chute sur les rochers.
Les médecins n'ont pas posé de questions inutiles. Dans ce genre de petite ville, on est habitué aux touristes qui se blessent dans les bois. Le lendemain, nous nous sommes réunis dans la maison de Marcus. Jason était sur des béquilles. Sarah avait le torse bandé. Marcus et moi étions fatigués, mais indemnes. « Nous devons décider », a déclaré Marcus, « ce que nous allons faire ensuite. » Un silence s'est installé. Jason l'a rompu le premier. Ils sont intelligents, plus que nous le pensions. Ils se souviennent qu'ils étaient beaux des êtres humains. Ils ont proposé une trêve. Peut-être devrions-nous l'accepter. Sarah secoua la tête. Ce sont des meurtriers. Même s'ils sont intelligents, même s'ils se souviennent de leur humanité, ils tuent même des gens et les mangent. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Marcus regardait par la fenêtre. Nous avons perdu cette bataille. Nous avons été confrontés à quelque chose auquel nous n'étions pas préparés. Ils sont organisés, ils communiquent, ils ont élaboré des tactiques contre nous. Si nous y retournons, ils nous tueront. Et vous savez quoi? Peut-être ont-ils raison. Peut-être que la forêt est vraiment assez grande pour tout le monde. « Tu abandonnes ?» demandai-je. Marcus se tourna vers moi. « J'accepte la réalité. Nous les chassons depuis 12, 30, 40 ans, certains d'entre nous. Combien en avons-nous tué? Peut-être une vingtaine pendant tout ce temps. Et eux, ils continuent d'y à se multiplier, à se propager. Nous ne gagnons pas cette guerre. Nous ne faisons que perdre des hommes. » J'ai ouvert le cahier contenant les règles. J'ai feuilleté les pages. 47 règles, écrites de différentes mains. La dernière règle avait été ajoutée 3 ans auparavant, de la main de Marcus. Règle numéro 47. Si l'ennemi propose des conditions honnêtes et que vous ne pouvez pas gagner, acceptez ces conditions. La fierté tue. Je lui ai montré cette page. Il a hoché la tête. Je l'ai écrite après que nous ayons perdu 3 hommes à Denali. Nous essayons de prendre le nid des Vindigos dans les montagnes. Nous étions 7. 3 sont morts. 4 ont échappé de justesse. Et qu'avons-nous obtenu? Rien. Ils se sont simplement déplacés dans une autre partie du parc. « Alors, on s'en va, c'est tout ?» demanda Sarah. « On les laisse continuer à tuer ?» Marcus s'assit et regarda chacun d'entre nous. « On s'adapte, on ne les chasse plus, mais on continue à les surveiller, à documenter. Nous avertirons les gens autant que possible, sans semer la panique. Nous travaillerons avec les services du parc, nous fermerons les zones dangereuses sous divers prétextes. Nous minimiserons les contacts entre les humains et les Vindigos. »« Ce n'est pas une chasse, » dit Jason. Marcus sourit tristement. « Non, c'est de la coexistence. C'est le mieux que nous puissions espérer. » Il prit son carnet et sortit un stylo. Il ouvrit une page vierge et commença à écrire. Règle numéro 48. Les Vindigos sont intelligents et capables de communiquer. Lorsque vous rencontrez un groupe organisé, ne provoquez pas de conflit sans raison valable. Nous nous sommes séparés 2 jours plus tard. Jason était retourné dans le Colorado, où il travaillait comme guide dans les Rocheuses. Sarah est partie en Californie, chez sa famille, pour se remettre. Marcus est resté à Portland, et je suis retourné à mon travail de garde forestier dans le parc olympique. Mais tout avait changé. Je savais désormais que dans les forêts profondes, dans les gorges reculées, vivaient des créatures qui avaient autrefois été des êtres humains, qui se souvenaient de leur humanité, mais l'avaient perdue à jamais, qui avaient toujours faim, éternellement, insatiablement. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est rester loin de leur territoire et espérer qu'ils feront de même. 12 ans se sont écoulés depuis ce jour. Pendant cette période, j'ai vu beaucoup de choses étranges, pas seulement des Vindigos. Il y a d'autres créatures dans les endroits sauvages, des choses qui se cachent dans des grottes, dans des lacs profonds, dans des mines abandonnées. Notre petit groupe de chasseurs s'est agrandi pour compter 32 personnes à travers le pays. Nous communiquons, partageons des informations, nous aidons les uns les autres, mais nous ne chassons plus comme avant.
Nous observons. Nous documentons. Nous protégeons quand nous le pouvons. Nous évitons les conflits directs. Le carnet de règles contient désormais 63 règles. Chaque nouvelle règle est le fruit de l'expérience de quelqu'un, souvent acquise au prix de la douleur ou du sang. Règle 52. Si vous trouvez des enfants seuls dans la forêt, ne vous approchez pas, c'est un piège. Règle 57. Le grincement des dents dans l'obscurité signifie que les croqueurs sont là. Cours sans te retourner. Règle 61. Les profondeurs des lacs cachent des choses plus anciennes que les dinosaures. Ne nage pas dans les lacs de montagne après le coucher du soleil. Parfois, pendant mes gardes de nuit, j'entends des sifflements dans la forêt. Aigus, fluctuants, lointains. Les Vindigos communiquent entre eux. Ils coordonnent dans leur chasse. Ils établissent que leur territoire. Ils sont toujours là. Peut-être sont-ils même plus nombreux. Mais les disparitions de touristes dans le parc olympique ont diminué. Au cours des 5 dernières années, il n'y en a eu aucune dans les zones que nous avons identifiées comme étant le territoire des Vindigos. Peut-être qu'eux aussi apprennent. Ils apprennent à nous éviter, tout comme nous apprenons à les éviter. J'ai 44 ans. Dans quelques années, je prendrai ma retraite. Je transmettrai le carnet de règles à la prochaine génération. Aux jeunes de gardes forestiers, aux chasseurs, aux guides qui travailleront dans les parcs nationaux après moi, qui verront des choses étranges et chercheront des réponses. Je leur dirai la vérité, je leur montrerai des preuves, je leur apprendrai à survivre, car la nature sauvage n'est pas ce que l'on voit dans les documentaires. Ce ne sont pas seulement des paysages majestueux et des animaux mignons. Là-bas, dans les profondeurs, dans des endroits où l'homme met rarement les pieds, vivent des créatures cauchemardesques, anciennes, affamées, patientes. Et la seule chose qui sépare ces créatures des touristes sans méfiance, ce sont des gens comme moi, des chasseurs qui ne chassent plus, des gardiens qui surveillent et avertissent, les gardiens des règles écrites avec du sang. J'écris ceci comme un témoignage, comme un avertissement. Si vous vous rendez dans la nature sauvage, dans les forêts profondes, dans les montagnes reculées, soyez prudents. Suivez les sentiers balisés. Ne vous éloignez pas du groupe. N'entrez pas dans les grottes. Ne suivez pas les bruits étranges. Et si vous entendez un sifflement dans la forêt après le coucher du soleil, courez. Ne vous retournez pas. Courez simplement. Car celui qui siffle se souvient qu'il était autrefois un être humain. Il se souvient et il a faim. Il a toujours faim. Et souvenez-vous des règles. Elles ne sont pas écrites pour faire joli. Elles sont écrites pour survivre. Chaque mot a coûté la vie à quelqu'un. Respectez-les. Apprenez-les. Suivez-les. Peut-être alors survivrez-vous. Peut-être. La dernière note dans mon carnet a été écrite hier soir. Règle numéro 63. Nous ne sommes pas les maîtres de la nature sauvage. Nous ne sommes que des invités temporaires. Et tous les maîtres ne se réjouissent pas de notre présence. Respectez cela. Ou payez le prix. Je regarde par la fenêtre de ma cabane de garde forestier. Derrière la vitre, l'obscurité de la forêt, les silhouettes des arbres géants, le scintillement des étoiles entre les branches. Quelque part là-bas, dans cette obscurité, ils chassent. Des créatures qui portent des souvenirs humains dans des corps inhumains. Qui savent que nous existons, tout comme nous savons qu'ils existent. La trêve tient bon. Fragile, précaire, mais elle tient bon. Pour l'instant. Demain matin, de nouveaux touristes arriveront. Des familles avec des enfants, des couples âgés, des voyageurs solitaires. Ils s'émerveilleront devant la beauté de la nature, prendront des selfies devant les cascades, ramasseront des pommes de pin. La plupart rentreront chez eux sains et saufs. La plupart ne sauront jamais ce qui se trouvait à proximité, dans l'ombre, dans l'attente. Mais certains iront trop loin. Ils s'écarteront du sentier.
Ils ignoreront les panneaux d'avertissement. Et alors, je recevrai un appel. Je commencerai une nouvelle recherche. Peut-être que je les trouverai. Peut-être pas. Tel est le travail d'un chasseur de monstres qui ne chasse plus. Observer, avertir, se souvenir des règles et espérer que cela suffira.